Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron et historien à 16 heures. Vous êtes donc ici sur ma chaîne pour suivre un nouvel épisode de la Rose d'Or 2021. Aujourd'hui, nous allons voir l'interview que j'ai réalisée avec Adhémar, le spécialiste en artillerie médiévale qui appartient à la troupe de l'Ombre Ardente. Alors, sinon, quant à notre concours, le défi de Baillant, je tiens à signaler que j'ai reçu 2 réponses positives. Il s'agissait donc du film comique français de 1984, Papy fait de la résistance. Le gagnant putatif est pour l'instant le sieur Robert Duval qui m'a donné la bonne réponse. Le second étant le sieur Crusoé. Néanmoins, je tiens à signaler que comme défini dans le règlement, pour remporter la merveilleuse fourchette que j'ai donc forgée de mes propres mains, il vous faut non seulement donner la bonne réponse, mais également me trouver un nouvel abonné pour ma chaîne. La preuve en sera donnée par un message en commentaire sur la vidéo des 100 premiers abonnés. Voilà, donc tout se joue pour l'instant entre Robert Duval et Crusoé. Que le meilleur gagne. Voilà, à présent, si vous voulez suivre les récits d'Adhémar sur la bataille de Castillon et l'artillerie médiévale, c'est après ça. Alors bonjour à toi, tu me fais le plaisir et l'honneur de m'accorder une interview. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu et de quelle troupe? Dis-moi. Alors je suis Adhémar, je suis de la troupe de l'Ombre Ardente. L'Ombre Ardente, Adhémar, d'accord. Cette troupe, depuis quand existe-t-elle? Un paquet d'années, au moins 7-8 ans peut-être. 7-8 ans, d'accord. Vous êtes combien? Alors actuellement on est 5-6. Le Covid est passé par là, donc il y a eu beaucoup de gens ça c'est normal, on a tous connu ça. Etc. Actuellement, est-ce que vous recrutez des gens, par exemple? Si des gens sont intéressés pour rejoindre votre troupe, comment est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Pour simplement vous découvrir, par exemple? Alors l'idéal, je pense, c'est passer par notre Facebook. Vous avez un Facebook, d'accord. Compagnie de l'Ombre Ardente. Compagnie de l'Ombre Ardente, ok. Je pense que c'est le plus simple, c'est pour nous contacter là-dessus directement. C'est parfait, ça va bien, ouais. De quelle ville êtes-vous et sur quel département vous faites vos dates? Alors, bon, les dates, on les fait un peu partout dans le sud, ça c'est pas forcément trop le problème. À la base, on est de Salon, Lançon de Provence. C'est Salon de Provence, d'accord. Dans ces eaux-là. Dans le Vaucluse alors, hein, c'est ça? Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, pardon. Alors, et vos dates, vous les faites sur quel département alors? Généralement, on essaye de rester proche du 13, mais dans tout le sud-est, généralement, on n'a pas trop peur de bouger. Est-ce que ta compagnie a une spécificité? À la base, effectivement, notre compagnie, le but, c'était de représenter des mercenaires de la fin de la guerre de 100 ans. Ça chiffre à quelle époque, ça, à peu près? Dis-moi. Alors, fin 14e, jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans. 1390 jusqu'à 1460. Moi, par exemple, je suis le plus âgé en termes de date. Moi, c'est 1453, c'est la bataille de Castillon. Ah, la bataille de Castillon, oui, d'accord. D'où le fait que j'ai beaucoup de bouches à feu par là-bas. Oui, bien sûr, oui, bataille de Castillon avec le camp retranché et l'artillerie qui a décimé la charge anglaise de... C'était Talbot, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Ouais, très belle bataille. Fête Bordeaux, ouais. Parce qu'elle a mis fin à la guerre de 100 ans. Ouais, d'accord, ok. Donc tu peux me rappeler la date? C'est 1453. 1453. Et avant, il y avait eu dans Formigny en 1450 en Normandie, c'est ça? C'est ça, il y a eu Formigny. Bon, il y a eu énormément, mais effectivement, la spécificité en fait de l'armée française à la fin de la guerre de 100 ans. Ça m'intéresse, vas-y. On n'arrivait pas à faire face aux archers. Ouais. On a commencé à mettre en place des compagnies de francs archers, mais sans vouloir faire un jeu de mots, ça n'a pas été un franc succès. Oui, d'accord. Donc ça, c'est sous Charles VII, hein? Ouais. Et donc, c'est à partir de là que Charles VII a commencé à commissionner les frères Bureau, qui étaient des artisans de Paris, qui étaient spécialisés dans la fonte, et qui ont commencé à faire des bouches à feu en masse pour l'armée française. Et effectivement, sur la fin de la guerre de 100 ans, on s'est plus spécialisé à la fois dans l'artillerie plus la cavalerie. Ce qui sera en fait la marque de fabrique de l'armée française jusqu'à la Première Guerre mondiale. Parce que Napoléon faisait beaucoup ça aussi. Oui. Grosse frappe d'artillerie, la cavalerie. Oui. Les guerres d'Italie, c'était totalement notre truc. Donc effectivement, à la fin du Moyen-Âge et donc à la fin de la guerre de 100 ans, on est vraiment arrivé sur cette idée du couple cavalerie forte, artillerie forte. D'accord. Et avec l'infanterie quand même qui intervient quand même. Et bien sûr, l'infanterie est indispensable à la bataille. C'est elle qui fixe l'adversaire. Ouais, c'est la reine des batailles, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Effectivement, pour l'armée française, l'infanterie a eu surtout pour rôle de fixer l'adversaire pour que la cavalerie fasse ses contournements et ses attaques.
avec l'artillerie qui faisait ses préparations. D'accord. Et ce qui fait donc, si je comprends bien, la fin de la guerre de 100 ans, grâce aux frères Bureau, on a une innovation technologique, l'emploi de l'artillerie, qui va réduire à néant l'innovation technologique qui avait fait la richesse et la force des armées anglaises, qui était l'utilisation de l'arc en tir de saturation. Donc on remplace l'arc par l'artillerie. Exactement. Forcément, il n'y a pas photo. Plus grande portée, plus grande puissance. D'accord. On a fait des tests, hein, avec une des bouches à feu, on a tiré sur un plastron. Ah, donc vous avez des bouches à feu alors? Oui, j'en ai. C'est des bouches à feu individuelles. D'accord. Et on les appelle comment? Il y a un nom particulier? Alors ça dépend laquelle. Donc il y a les traits à poudre, oui, les arquebuses, et on finit avec l'arquebuse. D'accord. Le 15e siècle. D'accord, là c'est l'arme individuelle qui va donner, donc c'est l'ancêtre du fusil en quelque sorte? Exactement. D'accord. Après on pourra aller les voir éventuellement. Ah, avec plaisir, avec très grand plaisir, oui. J'en ai trois. J'ai les trois justement, le trait à poudre, l'arquebuse et l'arquebuse. Ah, ça c'est passionnant, ça m'intéresse beaucoup parce que là j'y connais rien au niveau artillerie, c'est vrai. Et alors dis-moi, donc bon, je vois que tu es vraiment pointu sur la guerre de 100 ans. Donc si je te disais, quelle bataille aurais-tu aimé voir de tes yeux en vrai? Imaginons j'ai une machine à remonter dans le temps et je te dis voilà, tu peux voir une bataille, tu choisis quoi? Tu veux voir quoi? Sans surprise, Castillon. Castillon, d'accord. Donc tu te mets sur la colline et tu regardes. D'accord, Castillon. Ok, c'est passionnant. Et donc bon bah, c'est pas la peine de te demander quelle est ta période historique préférée, donc c'est la fin de la guerre de 100 ans. J'ai beaucoup de périodes historiques. Alors vas-y, dis-moi. J'aime beaucoup donc la guerre de 100 ans, mais je me suis aussi beaucoup passionné par exemple pour Bouvines. Ah, Bouvines, oui, très belle bataille, pour très belle le bataille. Moyen-Âge, mais j'aime aussi un peu l'Antiquité, je fais un peu de reconstitution celtique, comme ça. Ah, ça c'est passionnant. Même si je suis pas partie d'une compagnie encore, j'ai été invité sur quelques camps, je sais qu'il y a je m'entends bien aussi avec la compagnie de reconstitution grecque qui est à Aix, les somatophilecs qui font du grec antique. Ah, du grec antique. C'est hyper passionnant ce qu'ils font parce qu'ils interviennent beaucoup sur Aix et sur Marseille, ils font beaucoup de reconstitutions, d'explications, etc. Et vraiment comment ça marche. D'accord. Mais je suis aussi beaucoup passionné par la Première Guerre mondiale. Oui. Donc moi, j'aime l'histoire en général en fait. D'accord, bah oui, on a des goûts communs alors. C'est juste que l'opportunité a fait que j'ai surtout fait en fait de la guerre de 100 ans parce que les amis, le club d'escrime, etc. a fait que. D'accord. Mais je m'intéresse aussi à beaucoup d'autres époques. D'accord. Et alors si je te dis, bon tu vois avec ma machine à remonter dans le temps, je t'envoie dans une époque, tu veux vivre à quel moment? Alors ça dépend de mon statut social, mais il faut avouer que la belle époque en tant que bourgeois, ça devait être quelque chose d'assez extraordinaire. La belle époque, d'accord. Donc les années 1900... Exactement. Avant la Première Guerre mondiale. C'est ça, voir toutes ces innovations technologiques, l'apparition du moteur à explosion. Oui, l'avion, la voiture, l'électricité. L'exposition universelle où la Tour Eiffel se monte. Bah, ça devait être une période qui devait être absolument incroyable. Exactement, ouais. Avec un essor technologique, scientifique, comme tu dis, et un immense espoir d'obtenir la paix grâce à la science qui allait tout régler. Et jusqu'à ce qu'on tombe d'abord sur le Titanic qui a été le petit prémisse de la catastrophe, psychologiquement parlant, et évidemment la Première Guerre mondiale. Avec donc la science qui est dévoyée par l'emploi des gaz, l'artillerie, l'aviation de bombardement. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. La belle époque, ça doit être impressionnant. Ouais. Même culturellement. Hein. D'accord. Ah ouais, c'est très intéressant. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu es quelqu'un qui s'intéresse à diverses périodes. Et vraiment, tu vois, je me serais attendu, je pensais que tu m'aurais dit envoie-moi sous le règne de Charles VII et tout. Et tu vois, la belle époque, je trouve ça très intéressant, tu vois. Cette ouverture d'esprit, tu vois, c'est vraiment passionnant. Ça, l'histoire, c'est depuis toujours. Mais même, pour une anecdote amusante, mon tout premier livre que j'ai acheté avec mon propre argent, c'était Yvain le Chevalier au Lion. Oui, j'avais 6 ans. Je vois, ah oui, d'accord. Donc, l'histoire, en fait, c'était prédestiné, finalement. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'intégrer le monde médiéval et de vivre l'histoire en vrai, dis-moi? Alors, comme je dis, moi, depuis tout petit, déjà, j'aime la chevalerie. Comme je dis, mon premier livre, c'était Yvain le Chevalier au Lion. Donc, moi, gamin, déjà, j'avais les Playmobil et les Lego chevaliers. On est tous pareils, hein. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fini par découvrir, un peu par hasard, le monde médiéval, parce qu'on avait des reconstitutions à Salon. D'accord. Je pense qu'il est plus renaissance que médiéval. D'accord. Mais ça m'a commencé à me faire me rendre compte qu'il y avait des choses. Et ensuite, j'ai commencé à venir un peu en tant que visiteur sur différentes fêtes. Oui. J'ai commencé un peu à prendre de l'équipement un peu comme ça pour être un peu dans l'ambiance. D'accord, donc là tu étais en perso alors. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que tu as découvert le monde médiéval. Voilà. Et ensuite, il y a eu le club d'escrime de Lançon, d'escrime médiéval qui s'est lancé.
Eh oui. C'est là qu'en fait je suis rentré dans une compagnie. Et donc tu as une bonne expérience du combat à l'escrime Plus à l'époque aujourd'hui, parce qu'effectivement dans le temps on s'entraînait 2 fois par semaine. Forcément. Aujourd'hui ça fait 2 ans qu'on s'est plus entraîné. Mais tu as un bon fond quand même, on va dire. Voilà. Il faut se méfier quand on t'affronte en duel alors, si j'ai bien compris. Même si j'ai plus la condition physique de l'époque. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on peut espérer qu'avec la fin du Covid, on commence à s'entraîner. Voilà, c'est ça. On l'espère tous évidemment. Puis combien de temps tu es dans le médiéval alors? Une quinzaine d'années. Quelle est ton arme préférée alors? Alors généralement c'est les armes à feu à poudre noire, mais j'avoue que j'aime bien l'épée aussi. D'accord. L'épée à une main ou à 2 mains ou bâtarde? Alors généralement je préfère combattre à la 2 mains. J'ai plus l'habitude vis-à-vis du club. Après la une main ça me dérange pas, avec un petit bouclier c'est toujours sympa à utiliser. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc tu voulais me parler donc de l'artillerie des armes à feu. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer ça et m'expliquer tout ça? Alors. Là on est sur tout le 15e siècle. D'accord. Attends, je prends un petit peu de On commence au 15e siècle avec le crabe. Donc là on arrive au milieu du 15e siècle avec l'arquebute. Donc c'était l'arme de la guerre de 100 ans. D'accord. De la fin de la guerre de 100 ans. D'accord. Celle qui a été utilisée pendant la bataille de Castillon. Ok. Donc le crochet, c'est une des particularités de cette arme qui en fait permet de s'accrocher sur un pavois ou un rempart, ou qu'il soit en pierre ou en bois d'ailleurs. D'accord. Et donc, quand on n'a pas de quoi l'accrocher, on l'utilise à l'épaule, ça nous permet de viser. D'accord. Et de tirer. Oui. D'accord. Et il n'y a pas de mire, il n'y a pas. Donc ça se fait vraiment à l'œil. Non, ça se fait à l'œil. De toute manière, ça s'utilise rarement tout seul. C'est généralement une formation avec le tir et après le boute-feu qui vient allumer au fur et à mesure. Ah donc il y a un bout. Donc par exemple, il va y avoir une dizaine de gars avec leur arquebute et le boute-feu va venir les allumer les uns après les autres. Ah c'est assez amusant, ça c'est pas mal. D'accord. Après il y en avait certaines qui avaient un petit mécanisme qui faisait un petit S ici. Oui, oui. Qui permettait de l'allumer tout seul. D'accord. Ou alors, si la personne était tout seule, on pouvait la caler sous le bras et tirer, mais là on vise pas. Ah ouais, bien sûr, oui, on vise pas. Après, effectivement, si on a l'appui, on peut le faire tout seul, ça c'est pas le problème. D'accord. Alors, quelle en est la portée efficace? Moi j'ai fait des tests à 40 mètres. Ouais. Je perce une armure. Tu perces une armure à 40 mètres, alors d'accord. Peut-être pas les grosses armures en acier trempé. Ouais. Mais une armure d'infanterie ou de petits chevaliers, ça passe. Quel est le type de balle que tu vas employer alors? Qu'on employait à l'époque? Alors c'est là que les sources en fait nous prêtent à confusion. C'est que certaines sources en fait ils parlent de quelque chose qu'on appelle un tampon de plomb. Oui. Donc un tampon de plomb, on ne sait pas si c'est une balle ou si c'est un cylindre ou quelque chose d'ovoïde, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. D'accord. Seulement sur la source, on a ce mot tampon de plomb. Sur d'autres sources, ils font la distinguo tampon de plomb et balle de plomb. D'accord. Donc on sait qu'un tampon de plomb c'était autre chose. D'accord. Sauf que le mot tampon ça nous évoque plutôt donc un cylindre. C'est ça, oui. C'est pas impossible que ce soit un cylindre qui était mis à l'intérieur. Tout à fait. D'accord. Et donc avec une charge de poudre beaucoup plus importante que pour la balle, puisqu'on a plus de poids. Non, je me trompe ou pas? Probablement. D'accord. Alors une question aussi qui me vient à l'esprit. Bon, est-ce que ces armes sont efficaces? Est-ce qu'elles peuvent être dangereuses pour le porteur? Pour le porteur, oui. C'est pour ça qu'en fait sur les premières, on voit que le bâton est si long. Parce que du coup, on peut se mettre loin. Oui, pour pas que ça te pète à la figure. Voilà. D'accord. Effectivement, sur les toutes premières, on était vraiment pas sur une arme qui était très fiable. D'accord. Et donc après, si j'en déduis bien par rapport à ta arquebute, on arrive donc à une arme avec plus près du visage, donc elle est plus sûre. Plus fiable. Elle est plus fiable. Et on arrive à la fin du 15e siècle, oui. avec ce qu'il y a de beaucoup plus fiable. Ah oui. C'est-à-dire l'arquebuse. L'arquebuse carrément. Donc là c'est pareil, toujours une mèche. Et alors on est en quelle année là à peu près? Là on est vraiment à la fin du 15e siècle, on est en 1480, 1490. D'accord. Et donc là le chargement il est simple, on met la poudre, on referme pour se balader pour pas que la poudre tombe. Et quand on va pour tirer, on ouvre. Et en appuyant, ça va baisser. Ah, c'est génial ça. Ça va baisser la mèche. D'accord, oui, donc il y a déjà un mécanisme avec une queue de détente et tout, on arrive dans la modernité là. Voilà, on a quasiment sur la forme définitive du fusil à la fin du 15e siècle. D'accord, donc ça c'est ce qui va servir pour les premières guerres d'Italie par exemple. Oui. D'accord, sous Charles VIII, Charles VIII, Louis XII. D'accord. Donc là, effectivement, si on regarde, on a vraiment l'évolution début 15e, mi-15e, fin 15e. Ah, c'est passionnant ça, d'accord. Alors, tu me parles d'évolution. Quand est-ce qu'apparaissent la première pièce d'artillerie, la poudre noire en Europe, dis-moi?
Alors ça c'est au milieu du 14e siècle. Milieu du 4, donc 1350 et quelques. On avait déjà de la poudre avant, donc ça va pour que l'utiliser, mais vraiment dans un contexte militaire, à Crécy, on sait qu'il y avait déjà un canon. D'accord, oui, j'avais entendu dire ça, Camille Bombarde, voilà. Qui faisait plus de bruit que de mal d'ailleurs. Exactement. D'accord, bah, mais bon. Les boulets en pierre, c'était pas forcément très efficace. D'accord. Mais voilà. Ah oui, alors ça, voilà, justement, tu soulèves un sujet intéressant. Quand est-ce qu'on passe du boulet en pierre au boulet donc en fer, c'est ça? En fonte. En fonte. Alors sur les grosses pièces d'artillerie, il me semble que c'est vers le milieu, voire peut-être un peu avant, c'est pendant la guerre de 100 ans, à la fin de la guerre de 100 ans. En tout cas, c'est le 15e siècle. Donc grosso modo, c'est avec les frères Bureau alors, c'est ça? Déjà un peu avant. Un peu avant. Il me semble qu'on avait déjà commencé à avoir des boules en fonte. Là, je ne peux pas répondre avec précision. D'accord. Mais artillerie. Grosso modo, on est milieu du 15e siècle, d'accord. Et évidemment, avec une efficacité accrue pour réduire un rempart, j'imagine. Déjà, parce qu'en plus, on peut faire des pièces d'artillerie qui sont plus petites, parce que le boulet est plus solide. Ah oui, d'accord. Parce que les bombardes étaient énormes, tirer des très gros boulets. Oui. Donc c'était très long, très gros et compliqué à utiliser. Oui. Quand on arrive sur les pièces d'artillerie à boulet en fonte, elles sont les veuglères, les coulevrines. Ah, les veuglères, oui, d'accord. Etc. Oui, là, on arrive sur c'est beaucoup plus transportable. D'accord. C'est beaucoup plus facile à utiliser. Et effectivement, l'impact reste le même. D'accord. Alors, ça me fait penser. Tu es allé au Mont-Saint-Michel? Il y a très longtemps. Ah, au Mont-Saint-Michel, à l'entrée, tu as d'énormes bombardes, mais des trucs gigantesques qui ont été piqués aux Anglais quand ils ont mis le siège sur le Mont-Saint-Michel. Donc c'était, je crois que c'est début 15e. Je crois que c'est 1410, je n'aurais pas dire de bêtises à vérifier. Mais il y a vraiment des bombardes, mais gigantesques, quoi, des trucs de fou. Au musée des Invalides, il y en a une de bombarde aussi. Oui, au musée des Invalides, exactement, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, d'accord. Lui, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. D'accord, eh ben, écoute, c'est extrêmement intéressant. Hein. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, bonne fête déjà. Ben voilà. Ah oui, au fait, alors, donc c'est par rapport à la Rose d'Or, c'est ta première Rose d'Or? Ah non, ça fait des années que je viens. Des années, d'accord. Ok. C'est un de nos rendez-vous, donc comme j'ai dit, la compagnie elle a 7-8 ans, on essaie de venir à chaque fois, donc on en a fait. D'accord, et ben on te remercie. Rappelle-moi le nom de ta compagnie. Alors, et comment vous joindre alors par exemple donc alors? Comme j'ai dit, Facebook c'est le plus simple. Facebook c'est le plus simple. La compagnie de l'ombre ardente. La compagnie de l'ombre ardente. C'est notre nom aussi. D'accord, et ben c'est parfait. Merci, et ben écoute, je te remercie vraiment, tout ça a été extrêmement intéressant et j'ai appris énormément de choses sur l'artillerie. Je te remercie beaucoup, vraiment. Voilà, donc je tiens à remercier la troupe de l'ombre ardente qui m'a accordé de son temps, de son amitié et de sa convivialité pour cette fantastique interview que j'ai réalisée avec Adhémar. Je les en remercie vivement et j'espère les rencontrer bientôt sur une autre médiévale. Si vous voulez les rejoindre ou vous informer sur leur troupe, toutes les informations seront mises en post-production. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.